Ils étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. 3 mois de travail ininterrompu au service de la société. Ils travaillent dans les hôpitaux, les écoles, les transports, les magasins, les services sociaux, les services de soins, les maisons de repos ou les prisons. Chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous propose une rencontre avec ces hommes et ces femmes qui étaient sur le pont. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sur le pont. Aujourd'hui, plongé dans le quotidien des prisons, ces lieux fermés qui, d'une certaine manière, ont connu un double confinement. Il est directeur de la prison de Forêt depuis 2010. Bonsoir Vincent Spronck. Bonsoir. Il est agent pénitentiaire depuis plus de 20 ans, lui aussi à la prison de Forêt. Bonsoir Mohamed Bercha. Bonsoir. Et merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, avant de plonger dans nos archives et de retourner au début du mois de mars, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Avec le recul, ça va mieux évidemment. Au début du confinement, on ne savait pas ce qui nous attendait. Maintenant que l'on sait et qu'on voit que globalement on a tenu bon, il y a un réel soulagement qui n'était pas du tout de mise au début. Soulagement de votre côté aussi, Mohamed Bercha ? Soulagement, oui, parce de ce qu'on sait maintenant, mais je veux dire... L'inquiétude est toujours présente, hein, malgré tout. Bon, l'actualité nous dit encore que c'est pas encore fini, que on est soulagé, mais voilà, quand même un peu crispé quand même. Allez, on se plonge dans nos archives. Nous sommes le 13 mars. Au lendemain de l'annonce du confinement, le Centre interfédéral de crise Covid-19 donne une conférence de presse. La nuit fut courte pour l'équipe de médecins à la tête du service interfédéral dédié au Covid-19. Appliquer les mesures du gouvernement fédéral de façon rigoureuse, c'est pour eux la seule façon de sauver des vies. Nous ne faisons pas de projection sur combien de vies on sauvera ici. Ce qui est certain, c'est qu'on sait que ces mesures fonctionnent. Ça, on l'a vu dans d'autres pays. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est qu'il y ait une application homogène et rapide de ces mesures sur l'ensemble du territoire. Et c'est là qu'on pourra avoir un impact important. Alors, ces mesures, évidemment, auxquelles Emmanuel André fait référence, eh bien, évidemment, ce sont ces mesures de confinement qui viennent d'être annoncées. Quand on est directeur de prison, Vincent Spronck, qu'on se trouve dans une situation comme celle-là, comment on réagit ? Quelles sont les perspectives ? On se dit qu'il va falloir... être à l'écoute des consignes que l'on va recevoir et être à l'écoute aussi des détenus qui vont devoir vivre une épreuve très difficile. Et dès le début, avec ma collègue, ça a été la conviction, il s'agissait de soigner la communication. Si on explique, l'expérience à Forêt montre que dans le dialogue, on arrive à beaucoup de choses. Il y a eu des moments difficiles. La prison est difficile au niveau de l'infrastructure, par exemple. Il y a eu les longues grèves en 2016 aussi. On a vu qu'avec du dialogue, avec de l'explication, de la transparence, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, on peut traverser beaucoup de choses. On a affaire à de la compréhension du côté des détenus aussi. Autre aspect, évidemment, c'est la communication des instructions que l'on reçoit vers le personnel, pour que tout soit appliqué de la manière la plus uniforme possible. Et il était clair qu'il ne fallait pas discuter les ordres reçus. On est dans une situation de crise. Le but, c'est de les appliquer pour essayer de traverser ça tous ensemble. Ouais, et dès le début, les choses sont claires, parce que quelles sont les premières mesures, alors, c'est la suspension des visites. Ce qui n'était pas clair, c'est combien de temps ça allait durer, c'est quelle mesure allait suivre quelle autre mesure, mais les instructions que l'on recevait étaient très claires. Donc en effet, au début, c'est « vous devez supprimer les visites ». Alors on peut en penser ce que l'on veut, et évidemment, c'était une très mauvaise nouvelle, et moi, comme directeur, je sais à quel point les visites sont importantes. On ne peut pas demander à des détenus qui sont déjà privés de beaucoup, en plus d'être privés des relations familiales, c'est le b.a.-ba, à la limite, pour les plus utilitaires d'entre nous, c'est le b.a.-ba de la réinsertion, et là, on enlève ça. Donc, qu'on soit d'accord ou pas n'était pas la question, c'était l'ordre. Et ça, les consignes ont été très claires. Ouais, réaction, Mohamed Bercha, vous... de votre côté en tant qu'agent pénitentiaire et avec vos collègues agents, comment est-ce que vous avez réagi et comment est-ce que vous avez ressenti ces premières infos, cette actualité très, très marquante et bouleversante du début du mois de mars, du 13 mars ? Écoutez, comme tout le monde, donc on écoutait l'actualité, on voyait que ça touchait pas mal de monde, qu'il y avait même des décès, etc. Et donc on travaillait dans un endroit particulier, donc où il y a des détenus.
des gens qui viennent de l'extérieur, des collègues. Enfin, c'est une petite société dans un endroit fermé. Et donc, au fur et à mesure, comme M. Spronck l'a expliqué, du jour au lendemain, boum, on ferme tout. On ferme tout à clé et on jette la clé au canal. Et donc, il fallait gérer ça. C'était tout nouveau pour nous. Le quotidien, c'est le détenu, on les voit tous les jours. Donc, comme M. Spronck l'a expliqué, l'expliquer pour certains, ils le comprennent très bien. Pour d'autres, voilà, il a fallu quand même un petit peu être très pédagogue. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ça nous touche. Enfin, on est humain aussi, ça nous touche aussi. Et puis, il y a le cercle familial aussi qui joue. Et ça aussi à gérer aussi. C'était beaucoup. Enfin, c'est beaucoup sur un moment qui était très angoissant, très difficile à gérer. Donc il y avait le professionnel et puis il y avait le privé qu'il fallait aussi gérer, qui n'était pas facile. Vous avez eu des craintes l'un et l'autre, les uns et les autres d'ailleurs, sur la réaction que les détenus allaient avoir sur ces premières mesures annoncées. Vous expliquez à quel point ces visites sont essentielles, fondamentales, et notamment aussi dans la perspective de la réinsertion. Est-ce que vous avez peur qu'elles soient mal reçues par les détenus et que ça crée des tensions ? Non. J'ai l'habitude que les détenus comprennent. Alors quand on dit les détenus, on pense que c'est un groupe homogène, c'est pas vrai non plus. Hein. Il y a des détenus qui avaient peur. Il y a des détenus qui voulaient à tout prix protéger leur famille. Il y a des détenus pour qui plutôt le sentiment de solitude devenait totalement angoissant. Il y a des détenus qui ne comprenaient pas pourquoi les agents peuvent venir travailler mais nos familles ne peuvent pas venir. Et donc on a eu des réactions pas toutes différentes, mais on a eu différents types de réactions. Et ce qui comptait, c'était de les écouter, de pouvoir donner quelques arguments pour rendre la situation la plus compréhensible possible. Je rejoins M. Bercha quand il dit, pour moi, ce qui a été difficile à porter, c'est le stress personnel, hein, le stress d'amener le virus dans la prison, ou le stress de choper le virus dans la prison et de le ramener chez moi aussi. Donc ça, c'était vraiment une difficulté personnelle qu'on a dû tous vivre. Et là, les jours ont fait leur effet. Hein. Ça devenait, plus les jours passaient, plus ça devenait aisé d'aller travailler. En tout cas, je parle à titre personnel. Bon, peut-être pas pour tout le monde, et on aura sans doute l'occasion aussi d'y revenir pour ce qui est de la réaction des agents. Mais rapidement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Mohamed Bercha ? Je dirais, comment fonctionne alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur finalement des prisons ? Parce qu'au fond, les prisons sont des lieux qui sont tout à fait, qui sont très peu connus du grand public, sauf pour ceux qui ont des connaissances ou qui vont visiter des proches en prison. Mais sinon, ce sont des lieux qui, d'une certaine manière, sont déjà confinés et ont connu là un double confinement, on pourrait dire ça comme ça ? Je dirais même une double punition. Parce que, quelque part, ils sont déjà enfermés, vous les confinez encore, voilà, une seconde couche qui vient, c'est une chape qui s'abat sur eux. Hein. Donc finalement, aux ZAB, c'est un régime communautaire. Tout de suite, dès qu'on a eu les instructions de dire terminé... C'est ça, donc pour expliquer, à la prison de Forêt, il y a deux régimes différents. Il y a effectivement un régime communautaire, c'est-à-dire où les détenus peuvent aller et venir librement. Voilà, donc ils peuvent aller... Et là, tout de suite, ça a été le jour même. On n'a même pas discuté, on les a mis directement en cellule, en disant, voilà, c'est une instruction, désolé. Et puis voilà, c'était comme ça, directement, très brutal. C'était pas évident à gérer. Alors je vous propose d'écouter ce témoignage d'une détenue qui a été rencontrée. Donc c'est une détenue de Marchand-Famenne, hein, qui n'est pas donc en détention dans une prison bruxelloise, qui avait été libérée et qui témoignait à nos confrères de Télésambre des conditions de détention au début du mois de mars, au début du confinement à la prison de Marchand-Famenne. Du jour au lendemain, on nous a dit que on n'aurait plus de visites, qu'il y avait le confinement, que voilà, on ne pouvait plus avoir les sorties de cellules comme on avait. Et donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain à se dire, voilà, on est enfermé 22 heures sur 24. Se retrouver du jour au lendemain comme ça, enfermé, on l'est déjà, mais encore plus, c'est un peu devenir fou entre quatre murs. Vincent Spronck, il n'y avait pas que les visites qui ont été suspendues, il y a aussi le régime de détention qui a changé. Il y a plein de choses qui ont été suspendues. Hein. Donc les visites ont été suspendues, toutes les activités de groupe, les formations, les activités culturelles, tout ça a été suspendu aussi immédiatement. Les détenus peuvent, sous certaines conditions, sortir une fois par mois. Et donc certains attendaient le 23 mars par exemple un congé pénitentiaire, tout ça a été suspendu pour des durées indéfinies quand ça a commencé. Alors maintenant après les choses ont redémarré, mais au moment même on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Le sport, là aussi ça a été arrêté ou beaucoup moins donné. Donc toutes ces activités essentielles pour avoir la tête autre part qu'en prison, rien qu'en prison sans avenir, ont été suspendues.
Donc vraiment, il n'y avait plus aucune perspective qui existait pour les détenus. Ouais, on entend cette ex-détenue expliquer qu'elle se retrouvait 22 heures sur 24 en cellule. Et effectivement, il y avait de quoi devenir fou. Complètement. Est-ce que justement à ce moment-là, et là je peux me tourner aussi vers vous, Mohamed Bercha, vous qui êtes en contact régulier évidemment avec les détenus, comment est-ce que ça s'est passé? Comment se sont passées les relations à ce moment-là? Est-ce que la tension a monté? C'est variable, hein. C'est selon les catégories de détenus. Certains, effectivement, c'est problématique. Hein. Ceux qui pensent à leur famille, qui plus de téléphone, enfin, etc. Ça a flotté pendant pas mal de temps. Pour certains, ça a été, je veux dire, pas facile, mais compréhensible pour eux. Mais pour d'autres, il fallait franchement, il fallait gérer. Et certains, soit étaient très agressifs, soit par leur comportement, comme ce qu'on l'a souligné. Parfois, le confinement pour certains a été dramatique. Hein. Ils ne supportaient plus le fait d'être séparés des autres, ne plus pouvoir, surtout dans le régime communautaire, ne plus aller vers les autres. C'était problématique. Hein. Certains, j'en connais, qui ont pété des plombs. Hein. Ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir voir personne, à part peut-être juste à l'ouverture, pour certains, c'était compliqué, difficile à gérer. Oui. Juste une chose par rapport à ça, pour vos collègues agents, c'était d'autant plus difficile aussi à gérer comme situation? Oui, ou bien vous avez l'habitude, au fond. Vous travaillez depuis plus de 20 ans à la prison de Forêt, vous en avez connu des situations de tension? C'est des comportements imprévisibles, c'est pas quelque chose qu'on voit venir. C'est latent, ça use la personne, et finalement, c'est l'explosion. Et donc, il y a une décharge émotionnelle qui se fait. Et donc, sur qui elle se décharge? Sur la personne qui va ouvrir la porte. Et là, il faut gérer ça. Et puis, parfois, ça a été problématique pour certains, d'autres on a dû les isoler parce que c'était plus possible de pouvoir les gérer dans un contexte, je veux dire, où il y a un régime communautaire, donc il fallait les mettre dans un endroit, dans une autre aile. Donc c'est vrai que pour certains, l'aspect psychologique a été difficile. Hein. Ouais, vous vouliez intervenir? Oui, et au moment du confinement, encore une fois, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc ce qui était vraiment insupportable, c'est les conditions objectives, mais c'est aussi l'absence de perspective à terme. Pour combien de temps les visites sont suspendues? Pour combien de temps il n'y a plus de congés? Pendant combien de temps la justice ne va plus fonctionner? Le tribunal d'application des peines ne siégeait plus, il n'y avait plus d'échéance judiciaire, même la justice s'est arrêtée. Quand est-ce que je vais revoir mon avocat? Les contacts, la commission de surveillance est une instance qui contrôle la prison, elle ne venait plus non plus, donc vraiment, il n'y avait rien qui se passait, et il n'y avait pas de promesse que quelque chose se repasse à un moment. Et donc, la seule perspective, honnêtement, c'était de choper le virus, hein, puisque au début du confinement, tout le monde pensait que dès qu'on éternuait ou dès qu'on se touchait, d'office, on allait prendre le virus. Donc, ça a vraiment été un stress immense pour tous. Hein. Il fallait aussi y aller pour aller travailler dans une ambiance pareille. Alors, vous en parlez de choper le virus, et il se trouve que justement, un détenu chez vous l'a chopé, le virus. Oui. Et là, on est le 27 mars, un détenu est donc testé positif au Covid-19. Alors, avant d'enchaîner sur ce que vous venez de dire, peut-être d'abord, comment est-ce qu'il est pris en charge et comment ça se passe? Alors, je vous disais, on recevait des consignes claires. Et ça, il faut le dire, l'administration pénitentiaire a tenu le choc, je trouve, pendant toute la crise, en nous donnant des consignes, à la limite parfois trop changeantes, tellement ils essayaient de coller à l'actualité, mais au moins on avait des consignes claires. Et donc on savait, le jour où un détenu était testé positif, on savait ce qu'il fallait faire. Et comment il a été testé? Parce qu'il n'y a pas de dépistage en prison. Non, il n'y a pas de dépistage systématique, mais il présentait des symptômes, c'était les symptômes du début. Il toussait, il avait le nez qui coulait, je ne sais pas. Et donc le médecin, après une période de 7 jours à l'époque, je pense, si les symptômes se poursuivaient, alors là, il testait. Les résultats sont revenus, il était positif et il a été pris en charge immédiatement. L'ambulance est venue, il a été hospitalisé, il a été soigné, et puis il a été dans l'unité post-Covid à la prison de Bruges, et puis il nous est revenu. Donc ça a roulé, en 2 heures, c'était réglé. C'est ça. Mais donc, en attendant, ce détenu est testé positif. Il a bien été pris en charge, mais tout le reste, si on est en train d'en voir des images, la prison est vide. Alors, en plus, ce détenu était à l'aile B, qui est une aile insalubre. Et ce sont vraiment, donc les ailes communautaires dont on parlait, mais c'est vrai qu'on peut expliquer, c'est très particulier. Si les ailes sont ouvertes, c'est pour plusieurs raisons, mais aussi un peu pour compenser les conditions de détention. Dans les ailes A et B, on les voit là, ça c'est l'ancienne LC, dans les ailes A et B, il n'y a pas d'eau dans les cellules. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de toilette, c'est la Corée du Nord. C'est pas possible, des conditions de détention pareilles. Et donc il y a une espèce de pot de chambre, il y a une espèce de pot de chambre dans les cellules. Que les détenus doivent aller vider dans ce qu'on ose appeler un dépotoir. Donc c'est vraiment dégueulasse.
Et si on laisse les portes ouvertes, c'est aussi pour qu'il y ait un peu plus d'hygiène, pour que le détenu puisse aller régulièrement au dépotoir, vider son seau, pour qu'il puisse aller prendre des douches. Les premiers conseils qu'on avait, les premières consignes qu'on a reçues, c'est « lavez-vous les mains par pitié ». Mais à Forêt, il n'y a pas moyen de se laver les mains. On en est là, c'est des bassines avec une eau stagnante, hein, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, le 27 mars, catastrophe, le virus arrive. On avait maintenu les portes ouvertes pour ces raisons d'hygiène élémentaires que l'on nous avait dit. Et on a dû les fermer. Et donc, on a dû enfermer les détenus dans des zones où il n'y avait pas de point d'eau. Et donc, vraiment, le choix a été infernal. Mais on n'a pas eu d'autre solution. Le détenu venait de cette aile où il y avait des contacts. Il fallait voir si le virus s'était transmis aux 50 ou 40 autres détenus de cette aile-là. Donc, ça a été 2 semaines extrêmement tendues. Et donc, ces ailes A et B ont fermé, c'est-à-dire les détenus étaient, donc, comme vous venez de le décrire, en cellule. Et là aussi, vous arrivez à maintenir, malgré tout, une atmosphère en prison qui soit gérable, parce qu'il y avait aussi toute la question du matériel. Et à ce moment-là, au moment où un détenu est positif ou a été testé positif au Covid, et bien évidemment, j'imagine qu'il y a l'inquiétude de savoir si d'autres ont été infectés. Les agents pénitentiaires ont du matériel à ce moment-là ? Non. Enfin, il y avait les gants, mais ça, on a reçu le gel tout de suite. Le gel, oui. Des masques ? Non, pas de masque, absolument pas. Sauf l'infirmerie, mais qui avait le... Donc les agents n'ont pas de masque ? Non, absolument pas. Pas au début du cas positif et même pas après. Donc une quinzaine ou 3 semaines après, il n'y avait toujours pas de masque. Il fallait attendre ces fameux masques en tissu faits par l'administration, etc. Et je souligne quand même qu'au fédéral, on avait dit que chaque fonctionnaire recevrait des masques. Je les attends toujours. Et là, aujourd'hui, vous les avez reçus, les masques ? Non, absolument pas. Donc toujours pas de masque, alors que pourtant... Si, il y a les masques faits dans nos ateliers. Mais voilà, parce qu'il y a une série de milliers de masques qui sont sortis des ateliers de la prison aussi. Il y en a qui ont été fabriqués aussi chez vous, mais pas pour vous. Pour les différentes prisons et le personnel qui travaille dans ces prisons-là. Des masques ont été faits, mais il ne s'agit pas des masques fédéraux que chaque fonctionnaire, quel que soit le secteur où il travaille, allait recevoir. C'est ça. Et donc, en fait, au niveau du matériel, comment ça s'est passé pour les prisons ? Est-ce que vous vous êtes senti, alors matériel et puis soutien, même quel qu'il soit, est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné abandonné ? Alors, au niveau du matériel, donc le gel hydroalcoolique, on l'a eu tout de suite, et les procédures d'achat ont été simplifiées pour qu'on ne puisse pas dire il n'y a plus de sous dans telle enveloppe, alors vous ne pouvez pas acheter des raclettes, des torchons, enfin. Et c'est vrai qu'on a nettoyé cette prison comme on ne l'a jamais nettoyée. Ça a même fini par sentir bon à un moment dans Forêt, c'est à peu près la première fois. Donc vraiment, et les détenus ont bossé, nettoyé cette prison tout le temps. Donc au niveau matériel de nettoyage, c'était pas mal, je trouve. Mais au niveau masque, ça a mis du temps. Mais il ne fallait pas grand-chose d'autre comme matériel. Mais les masques, ça a mis beaucoup de temps. Au niveau de l'abandon, oui, clairement. On s'est senti abandonné. Et en tous les cas, la direction et les détenus, je laisserai M. Berchat répondre pour le personnel, mais pas par l'administration pénitentiaire, pas du tout. Alors je l'ai dit, ils ont tenu le choc, les consignes étaient claires et tout le temps on était tenu au courant, les échéances, ce qui allait changer, donc ça c'était vraiment pas mal. Mais sinon, vraiment, tous ceux qui viennent en prison d'habitude, les services sociaux, la commission de surveillance, la justice... les détenus ne voyaient plus leurs avocats non plus ? Les avocats ne venaient plus. Alors, soyons de bon compte, les avocats ont beaucoup investi la prison de Saint-Gilles plutôt que la prison de Forêt parce qu'ils ont fait des requêtes pour que les détenus puissent être libérés en préventive. Donc ils étaient surtout là-bas. Et petit à petit, ils sont revenus à Forêt. Mais il y a d'autres services qui viennent tout le temps. Des services de promotion à la santé, par exemple, qui viennent en prison. Alors que justement, on avait un léger problème autour de la santé, là, ils ne viennent plus. Alors, évidemment, personne ne savait très bien, tout le monde avait peur. Mais quand même, il y a eu comme ça un abandon général de l'établissement. Tout le monde a été laissé là à soi-même. Encore une fois, le discours était c'est pour vous protéger, pour ne pas ramener le virus. Mais quand même, la santé mentale des uns et des autres est aussi un élément capital, au point que nous, direction, il y a un moment, on a fait appel à un service d'aide aux toxicomanes qui, lui, ne s'est pas fait prier une demi-seconde. Il a accouru tout de suite pour venir aider. Ça, c'est l'ambulatoire Forêt qui est venu, mais immédiatement, c'était remarquable de leur part. Est-ce que, Mohamed Berchat, du côté des agents, il y a aussi eu un mouvement de panique ? Est-ce que certains, à un moment donné, ont eu peur de venir travailler ? Oui, tout à fait. Je veux dire, après, dès le premier cas positif, le seul d'ailleurs, oui, bien sûr. Et là, ça a été directement... Et en plus, on a eu parce que les collègues qui ont accompagné le détenu à l'hôpital, puisqu'il était... quand ils l'ont pris en charge, ils m'ont dit, il passera pas, enfin, il ne reviendra pas. Parce qu'il était dans comment on va dire ça ?
dans un cas, je veux dire, déjà il était en difficulté respiratoire, etc. Donc quand ils l'ont accompagné à l'hôpital, quand ils sont revenus, ils se sont sentis choqués parce qu'ils ont dit bon, ce garçon ne reviendra pas. Et donc quand on a eu cette info-là, voilà, beaucoup se sont posé la question, dans le cercle familial aussi. D'ailleurs, même chez moi, la question se posait de venir travailler. Et cette question-là s'est posée pour beaucoup. Et d'ailleurs, les premiers réflexes, comme souvent, dès qu'on toussait un petit peu, on se fantasmait un petit peu sur la pandémie. Mais donc, voilà, on téléphonait à son médecin, le médecin qui, lui, ne venait pas, coup de fil, vous restez 15 jours chez vous à la maison. C'était le réflexe facile. Et je voudrais aussi signaler que, par exemple, la médecine du travail, depuis le début, on n'a pas vu. Hein. La médecine du travail, rien, nada. Jamais, ni à questionner, ni à savoir un petit peu ce qu'il en était dans les prisons par rapport au personnel. Voilà, absent. Et c'est vrai, comme on dit, on a été délaissés pour compte dans cette crise. Ça a été géré d'une manière, je veux dire, voilà. Même, on avait interpellé, parce que la seule autorité qu'on interpelle, c'est la direction locale. Hein. Donc quand on demande est-ce qu'on peut être dépisté, hein, on pose la question à l'administration répond ah non, c'est pas encore, voilà, la question ne se pose pas, on ne le fait pas encore. Pour l'instant, c'est même pas d'actualité d'ailleurs. Bon, alors les choses évoluent néanmoins. Le 26 mai, c'est la reprise des visites, mais alors avec des règles très très strictes. Expliquez-nous un peu. On peut signaler début mai, des visites par vidéo se lancent. Donc, mais elles n'ont pas rencontré beaucoup de succès, par exemple. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, mais c'était possible. J'ai mon explication, évidemment. Techniquement, c'était possible. Oui, et le programme informatique marchait. Donc, c'était faisable, mais ça ne répondait évidemment pas à la demande. La demande, c'était des vrais contacts. Hein. Enfin, tout le monde voulait des contacts pendant cette période-là. Ben, les détenus encore plus. Comme dit M. Bercha, c'est du confinement au carré en prison. Et donc, les visites vidéo, on peut marcher. Alors, ça a fait du bien à quelques-uns, mais ça n'a vraiment pas été le rush. Mais la reprise des visites, alors, c'était un moment important. C'était évidemment attendu comme l'eau dans le désert, mais c'était des mesures extrêmement strictes qui sont encore en cours maintenant. Hein. Ouais, on en voit quelques images. C'est vous, d'ailleurs, qui aviez rencontré notre équipe, Thomas Dufresne et Béatrice Broutou, qui étaient venus vous voir à ce moment-là. Et en effet, vous expliquez que les mesures étaient très strictes. Hein. Ah oui, il y a un plexi. Au moment du début, les détenus et les visiteurs devaient conserver leurs masques. Ils étaient à 1,5 mètre. Je ne vous raconte pas dans un petit local plein de béton comme on sait les faire. On n'entend rien, le son est épouvantable. Et l'envie de contact humain, physique est tout à fait compréhensible et est totalement interdite. Et donc c'était dur, hein, les visites. Alors petit à petit, ça s'est élargi. Donc maintenant, on est au stade où 2 personnes peuvent venir. Donc les enfants de moins de 12 ans peuvent revenir, mais avec un autre adulte. Mais c'est problématique parce que s'il y a 2 ou 3 enfants, ils ne peuvent pas venir tous voir papa, puisqu'il n'y a qu'un seul adulte et un enfant qui peuvent venir. Donc on n'est pas encore du tout à une normalisation. Il faut rajouter à cela aussi, enfin on va vers une normalisation, mais pour l'instant on n'a pas récupéré la situation normale. Et il faut rajouter aussi que les visites hors surveillance, les visites conjugales, qui est le seul lieu dans une prison où le détenu sait qu'il ne sera pas surveillé. Et donc, c'est un lieu très important. Hein. Certains détenus le font pour avoir des contacts plus proches avec leur famille. Certains y vont aussi uniquement pour souffler, pour dire « Enfin, pendant 3 heures, on ne me regarde pas ». Mais ça, ces visites-là n'ont pas encore repris. Ouais, et ça, on peut en voir d'ailleurs des images, parce que le problème a été signalé par des associations d'aide aux familles de détenus, hein, qui, certains d'ailleurs, on a vu des tags apparaître, notamment sur la prison de Saint-Gilles, mais aussi au cabinet du ministre de la Justice, VHS, hein, visite hors surveillance. Mohamed Bercha, peut-être pour avancer aussi maintenant, est-ce que pour vous, vous sentez qu'il y a une forme de retour progressif à la normale, ou pas encore? Disons que vu l'organisation, c'est l'organisation du travail qui a été mise enfin une nouvelle organisation du travail, ce qui fait que, il faut dire ce qui est, ça nous a soulagé, le fait que, ce que je vais dire ici, c'est peut-être pas, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de visite, le fait qu'il n'y a pas eu autant de monde qui est venu de l'extérieur pour rendre visite aux détenus, ça nous a, je vais dire égoïstement, ça nous a soulagé. Ah oui, donc ça a été pour vous aussi d'une certaine manière bénéfique, ça? Oui, bien sûr. Pour quelle raison? Parce que ça vous a permis de travailler dans de meilleures conditions? Non, oui, pas de meilleures conditions, mais c'est le fait qu'on est en contact avec beaucoup moins de personnes que d'habitude. Le fait que les détenus étaient limités dans leur mouvement et qui étaient confinés dans un même endroit, n'avaient pas de contact avec les uns avec les autres, d'un bloc vers un autre. Ouais, donc ça vous a facilité la tâche d'une certaine manière. Et ça nous a soulagé aussi. Vous vouliez intervenir, Vincent? Il nous reste plus beaucoup de temps. En effet, cette absence de régime, les visites, les cours, etc., m'a aussi permis que les agents puissent se concentrer sur les missions essentielles, c'est-à-dire donner le préau, être présent dans les ailes. Il y a un moment, juste après le cas positif, le taux de maladie a monté de manière très forte.
Et donc, on a pu concentrer les agents sur les tâches essentielles plutôt que de se disperser et maintenir alors un régime le plus humain possible dans les conditions où on était. Alors, justement, pour terminer, il nous reste 1 minute. Ce qu'on n'a peut-être pas signalé aussi, c'est qu'il y a eu des libérations Covid aussi. Et ça aussi, ça a peut-être donné un peu de respiration à la prison. De respirer. Donc, en gros, 180 détenus à Forêt. Pour faire simple, 40 détenus ont pu sortir temporairement le temps de la crise. Et on a senti une baisse de la pression à l'intérieur qui était tout à fait la bienvenue. Et vous sentez maintenant, il nous reste 30 secondes, qu'on va vers un retour à la normale ? Mais le problème du retour à la normale, c'est oui, donc les chiffres reviennent à ce qu'ils étaient avant la crise, donc la surpopulation se réinstalle un peu partout dans le pays. Donc pour vous, le retour à la normale, c'est ça aussi, c'est le retour à la surpopulation. Tout à fait. Et pour le régime de détention ? Là, les activités collectives redémarrent doucement, et les visites, on n'est pas encore à une normalisation, mais le reste a repris. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux pour vos témoignages très clairs, très précis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau numéro de Sur le Pont.